multipliez ce que Dieu a mis à votre disposition. Et donc, le premier prix que l'on paye est le prix que moi je payais pour parvenir à faire ce livre, le prix de l'écoute et de l'acceptation de ce à quoi je suis appelé. Beaucoup de gens sont potentiellement intelligents, mais beaucoup de gens n'utilisent pas l'intelligence pour des choses qui vaillent la peine. Les Congolais doivent apprendre à s'aimer, à se regarder avec fierté, à enlever les complexes qu'ils ont, mais apprendre surtout à se bénir, parce que on ne peut pas construire sa légende en étant négatif. On ne peut pas construire la légende de son pays en disant que Tote Kamboko on ne peut pas construire la légende de son pays en disant que Mboko est Kobongate. Pour construire la légende, il faut commencer à croire que cette légende peut se construire. Le Congo n'a même pas une identité. C'est quoi l'identité nationale congolaise? C'est quoi qui nous cristallise, nous tous? Nous avons l'histoire avec les passifs et les actifs. On ne peut pas avancer si on rejette son passé. Il faut avoir des convictions. Si tu n'es pas d'accord avec le chef de l'État, il ne faut pas que quand il nomme ton oncle, directement tu deviens supporter du chef de l'État. Voilà. C'est parce qu'on n'a pas des valeurs. Les valeurs, c'est les convictions, l'idéologie, c'est l'éthique que nous avons sur une base de laquelle on peut construire la nation. Et par rapport à ça, il faudrait qu'on amène une dynamique où on prépare les Congolais. Non pas on prépare l'avenir pour le Congolais, mais on prépare les Congolais pour l'avenir. Et ça, c'est très important. Salut très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Congo en éveil, diffusée sur la www.pleindesgrâces.tv. Nous l'avons toujours dit et signalé, notre mission Congo en éveil, c'est un magazine prophétique qui a une finalité patriotique émergente. Et raison pour laquelle vous voyez défiler sur ces plateaux des hommes qui ont reçu de la part de Dieu des choses qui peuvent en mettre à la portée de la population pour que la population se réveille et fasse ce que le Seigneur veut. Et raison pour laquelle ce matin ou cet après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous, nous avons un homme excellent au milieu de nous. Il s'agit donc de cet homme qui a plusieurs casquettes. Il va encore devoir très bien se présenter lui-même à la personne du coach Eugène Kandolo, que moi j'appelle souvent légende. Bonjour, monsieur Légende. Bonjour, maman. Comment on peut encore très bien vous connaître? Non, mais tout simplement, je suis un citoyen congolais, amoureux du pays, je suis chrétien, je suis entrepreneur, je suis coach, je suis conférencier éclectique, auteur et éditeur de la maison d'édition Cas Possible. Mais par ailleurs, voilà, donc ce qui est simple, c'est que je suis citoyen congolais et je suis à la disposition des gens, comme je dis, je suis celui qui aime accompagner les gens à marcher sur leur propre tapis rouge. Waouh! Ça, c'est profond. Accompagner quelqu'un pour qu'il puisse marcher sur son tapis rouge. Cela n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi un tel intitulé? Nous allons parler de votre livre, de son livre, Bâtir sa propre légende, qui n'est pas une légende. Alors, c'est quelque chose de profond qui sort de l'ordinaire. Nous avons été là, nous-mêmes, le 21 mai, à la salle Chaubeuse. Nous avons vu tout ce que le Seigneur a pu accomplir avec lui au travers de cette conférence et nous avons vraiment été émerveillés. Comment, coach, bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Okay. Alors, pourquoi un tel intitulé, Bâtir sa propre légende? Bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Je crois qu'au-delà d'abord de l'intrigue, parce que c'est un titre qui titille, qui intrigue un peu, qui suscite la curiosité. Et ça aussi, c'est très important parce que quand on est dans le monde des affaires, quand on est dans une passion, il faudrait y mettre de l'excellence, mais aussi des stratégies, des tactes qui puissent permettre à ce que cela puisse avoir une grande portée. Donc, il y a une dimension d'abord marketing dans la composition des concepts qui constitue ce titre, mais il y a une dimension inspiration, mais il y a aussi une dimension de l'interpellation parce que littéralement, ce titre veut simplement dire que arriver à mener une vie d'impact, une vie extraordinaire tout en étant quelqu'un d'ordinaire n'est pas une utopie. Bâtir sa propre légende, ça veut dire construire une vie qui puisse avoir une dimension d'impact, qui puisse transformer, pas seulement impressionner ou épater les autres, mais parvenir à les inspirer. Ce n'est pas en fait utopique, donc c'est possible pour tout le monde, c'est possible pour quiconque y pense, quiconque
se donnent à cœur joie, mais en se disant que il faudrait, au-delà d'avoir un grand rêve à réaliser quelque chose, il faudrait se donner les moyens d'y arriver parce que entre le rêve et la réalisation, il y a un parcours. Et souvent, ce parcours est fait de ronces et des épines. Donc, il faut apprendre à serrer serein pour y parvenir. Mais non pas pour être effrayé, mais pour avoir conscience que ce que je veux faire, parce qu'on ne peut pas parvenir à faire de choses extraordinaires avec la légèreté. Ça demande le principe, ça demande un certain nombre de disciplines, ça demande la conscience que l'on a pour atteindre ces types d'objectifs. C'est comme ça que je dis, bâtir sa propre légende n'est pas une légende. On peut y arriver. Waouh, ça c'est très fantastique. Que Dieu soit loué. S'il vous plaît, moi je l'appelle légende. Alors, légende, quel est le coût que vous avez payé pour avoir cette inspiration et le diffuser? Le premier coup, c'est le coup de l'obéissance à l'appel de Dieu. C'est très important. Chaque personne qui réalise une œuvre, chaque personne qui parvient à faire quelque chose dans la vie, que ce soit une chanson, que ce soit celui qui crée l'avion, que ce soit une formule mathématique, il répond à un appel. Parce que nous avons une vocation. Cet appel, c'est l'appel de Genèse 1, 26 à 28, parce que Dieu crée l'homme et la femme, il le bénit dans le jardin d'Éden, et après les avoir bénis, il leur donne un certain nombre d'instructions. Transformer le monde, soyez féconds, multipliez, et c'est ça même la démarche de la construction de sa légende. La construction de la légende rentre dans la logique de répondre à la recommandation de Dieu, d'être fécond, de se multiplier, de dominer. C'est exactement ça, bâtir sa propre légende. Être fécond en idées, en intelligence, en talent, multiplier ce que Dieu a mis à votre disposition. Et donc, le premier prix que l'on paye et le prix que moi je payais pour parvenir à faire ce livre, le prix de l'écoute et de l'acceptation de ce à quoi je suis appelé. Ça, c'est très important. C'est l'identification de la vision à laquelle vous êtes appelé. Mais des deux, mais c'est aussi le coût du temps. Parce qu'un livre ne s'écrit pas en un jour. C'est le sacrifice du temps. Tu te dis que tu dois abandonner d'autres choses et te concentrer. Tu peux avoir bien des idées, mais écrire, coucher les idées sur papier, c'est pas facile. Tu peux avoir les idées qui fulminent. Vous avez vu que c'était un livre de 234 pages, mais la vérité, c'est que c'était un livre qui allait à 320 pages. Et c'est parce que un ami m'a dit que ça va être très volumineux, il était parmi les correcteurs, et je me suis moi-même rendu compte de ça, que j'ai enlevé tout un grand chapitre qui est devenu un autre livre qui sortira très prochainement, qui sera intitulé « La vision, l'art de voir les yeux fermés ». Et donc, écrire tout ça, c'est un sacrifice de temps, mais c'est aussi un sacrifice en termes de faire usage de son intelligence. Beaucoup de gens sont potentiellement intelligents, mais beaucoup de gens n'utilisent pas l'intelligence pour des choses qui vaillent la peine. Par exemple, faire un livre, c'est comme planter un arbre. Tu ne le fais pas seulement pour les gens d'aujourd'hui, mais tu le fais pour les générations à venir. Il y a des livres aujourd'hui qui ont été écrits il y a un siècle, il y a des livres qui ont été écrits il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui continuent à impacter les gens, à bénir les gens. Et donc, c'est ce travail à quoi nous nous sommes à donner, et c'est beaucoup de sacrifices pour y arriver. Merci, Coach Eugène. Alors, pour contextualiser ces grands livres par rapport à la thématique de notre émission Congo en éveil, et comment est-ce que nous pouvons bâtir le Congo en termes de légende? D'abord, ce qui est important, c'est que ce livre a été aussi sorti ou écrit dans un contexte polémique. Il faudrait qu'on le relève. Okay. Une polémique où il y a un courant du Congo bashing qui pense que tout ce qu'il y a de bien vient de l'extérieur. Il y a eu une campagne très sale, dégradante et méchante à l'envers de gens qui portent la casquette de coach, des motivateurs. D'abord, il y a peut-être à raison ou à tort, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de charlatans, il faut le dire, qui sont dans ce domaine. Les gens se réveillent le matin, ils s'improvisent, voilà, de conseiller des autres et des coachs. Mais maintenant, au-delà de ça, il y a une dimension, comme j'insistais tout à l'heure, de la méchanceté gratuite,
où les gens se réveillent, ils passent leur temps, par exemple, sur les médias sociaux, à insulter, à critiquer le coach, à s'en prendre à eux, à faire des affirmations gratuites. Il y en a qui vont vous dire qu'on les a détournés de l'argent. Mais alors, des histoires imaginaires. Il y en a qui vont vous dire que tout ce que le coach raconte, ils ont lu ça dans les livres des Américains, ils ont pris ça dans les vidéos des motivateurs français. Il y avait tout plein de choses. Pour moi, c'était un défi de dire qu'on devrait sortir un livre qui parle du développement personnel, mais qui est puisé dans notre propre histoire, avec des exemples congolais en particulier et africains en général, et pour plus grande étendue, afro dans la généralité. Et donc, c'était ça le plus grand défi. Et avoir nos propres principes, notamment je fais la classification des légendes dans ces livres, aucun auteur ne l'a fait avant moi. Et c'est une classification qui tient la route, c'est une typologie avec plusieurs sous-composantes. Typologie selon l'image, selon l'étendue, selon les objectifs même, quand on veut construire la légende. Et ça, ça n'existait pas avant. Et c'est ça le mérite. Mais ici, c'est de montrer qu'un Congolais peut faire autant qu'un Américain. Parce que Dieu n'a pas donné des bons cerveaux qu'à des Américains, à John Maxwell, à Brian Tracy, à John Finlay ou à Zig Ziglar. Autant il y a des Zig Ziglar aux États-Unis, autant il peut y avoir de Eugène Kandolo au Congo qui n'ont pas le complexe de faire des choses à la même hauteur, parce que ces livres peuvent être utilisés par un Guadeloupéen, peuvent être utilisés par un Guatémaltèque, peuvent être utilisés par un hindou, peut être utilisé par tout le monde, parce que c'est un livre qui a une vocation universelle, qui a des exemples qui peuvent tenir à n'importe quel milieu. Et c'est même pour cela que nous sommes maintenant en train de les traduire dans d'autres langues. On a commencé avec l'anglais parce que nous voulons exporter ça. Nous avons une posture décomplexée pour montrer que le Congo, il n'y a pas que le coltan, il n'y a pas que le diamant, il n'y a pas que l'okapi, il n'y a pas que le rhinocéros blanc, mais il y a la ressource humaine de qualité qui peut faire à la même hauteur. Mais seulement, le problème, c'est que les Congolais doivent apprendre à s'aimer, à se regarder avec fierté, à enlever les complexes qu'ils ont, mais apprendre surtout à se bénir. Parce que on ne peut pas construire sa légende en étant négatif. On ne peut pas construire la légende de son pays en disant que Tote Kamboko Tokabolabo. On ne peut pas construire la légende de son pays en disant que Mboko est Kobongate. Pour construire la légende, il faut commencer à croire que cette légende peut se construire. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose en lequel tu ne crois pas. Et nous sommes de ceux qui croient en ce pays. Nous sommes de ceux qui croient que ce pays va changer. Et par conséquent, nous mettons notre pierre à l'édifice. Nous prions, nous travaillons, nous construisons le pays. Nous conscientisons les consciences des autres à nous suivre. Et s'ils ne nous écoutent pas ce que nous disons, nous travaillons, nous faisons des œuvres pour qu'ils voient et qu'ils puissent dire qu'il y a l'exemplarité. Si un Congolais peut faire ceci, nous tous, d'autres Congolais, on peut suivre les pas, on peut faire les choses. Et ça s'est construit notamment par la cristallisation de la mémoire collective. Il y a tant soit peu des Congolais qui ont fait des choses. Mais il faudrait que davantage on puisse parler de ces Congolais, les supprimer, oui. Je vous écoute. Ok. Ça c'est un prophète qui parle. Que Dieu soit loué. Légende, s'il vous plaît. En parlant du Congolais, vous vous attendez à quoi que le Congolais réagisse directement lorsqu'il est en contact de quelque chose. Vous venez de dire là que le Congolais est facilement métissé, il est facilement emporté. Aujourd'hui, quand le Nigérian vient s'installer, tous les Congolais deviennent Nigérians. Ceux qui hindous, ceux qui indiens, tout le monde devient indien. Le Congolais n'est pas lui. Le Congolais ne sait pas faire de lui sa propre identité en toute valeur. Il n'est pas ce qu'il est. Alors, il sait facilement emprunter des autres, mais il ne sait pas se construire. Alors, c'est quoi le fond? C'est quoi la cause qui a fait que le Congolais décline à cette dimension? J'étais en train de le dire tout à l'heure. Si vous suivez dans le générique de Alain Foucault, quand il fait Mémoire d'un continent, il y a quelque part où l'on dit, je ne sais pas dire exactement la phrase, mais ça se dit ceci. Autant le zèbre, un zèbre sans rayures, c'est un peuple sans culture, c'est comme un zèbre sans ses rayures. Donc on ne peut pas identifier le zèbre s'il n'y a pas ses rayures. Donc dès qu'on enlève les rayures du zèbre, le zèbre cesse d'être, il devient peut-être une antilope ou je ne sais pas moi, un autre animal de cette espèce-là. Et c'est exactement ça avec la culture d'un pays. On peut tout
rejeter. Mais il faut faire attention, il ne faut jamais rejeter la culture. La culture, c'est l'âme, c'est notre identité. Il y a des éléments culturels qui forgent notre identité. Le monde aujourd'hui, c'est vrai, c'est un village planétaire. Nous sommes au choc de civilisation. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Mais il ne faut pas aller à ce rendez-vous pour aller tout laisser de vous et prendre des autres. Ce que vous avez dit est très pertinent. Il y a eu un moment où tout le monde voulait construire des maisons du style, quand on a vu le film nigérien. Tout le monde, pour montrer qu'on est nouveau, riche ou bien on est branché, on devait construire une maison avec ce style-là. Donc, il y a un moment donné où vous voyez une tendance. On veut tout abandonner de ce que nous avons. Mais ici, je voudrais aussi soulever le fait que l'identité, ce n'est pas forcément, par exemple, l'accoutrement comme le pagne. Parce que souvent, il y a des polémiques là-dessus. Les gens qui pensent, le pagne, d'abord, ce n'est pas une invention africaine. Le pagne vient de l'Inde. Les origines du pagne, ce n'est pas africain. Mais dans la culture, il y a des éléments d'acquisition et il y a des éléments qui sont en fait notre ancrage. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, la langue française dans laquelle nous sommes en train de faire l'émission. Au départ, ce n'était pas notre langue. Mais aujourd'hui, la langue française fait partie intégrante du patrimoine culturel congolais. Parce que dans la Constitution de la République démocratique du Congo, il est écrit « Les Français est la langue nationale, point, virgule ». Il y a aussi 4 langues. Donc, les Français est la langue officielle, point, virgule. Il y a aussi 4 langues nationales. C'est-à-dire le français vient même avant les 4 langues nationales. Est-ce que c'est pas complexe? Non. C'est une adoption culturelle. Autant il y a des éléments comme le pagne, qui, quand on a créé, quand le Congo a existé, ou l'Afrique, s'il n'y avait pas de pagne. Le pagne est venu à un moment, et aujourd'hui, le pagne devient comme l'identité africaine. Donc, et c'est ce qui est très important. Mais tout en adoptant certains éléments, il ne faut pas oublier, il ne faut pas rejeter l'essentiel. Mais dans cela, il y a aussi la construction de la mémoire collective. Le Congo n'a même pas une identité. C'est quoi l'identité nationale congolaise? C'est quoi qui nous cristallise, nous tous? Nous avons l'histoire avec les passifs et les actifs. On ne peut pas avancer si on rejette son passé. Nous devons apprendre à aimer les choses positives de la dictature de Mobutu pendant 32 ans. Nous devons apprécier le fait qu'il a construit le pont Maréchal et que c'est l'un des édifices qui a été construit en 1983, mais qui est résistant jusqu'aujourd'hui, autant d'années après. Alors qu'il y a des choses qui ont été construites et qui se sont écoulées après. Nous devons apprendre à apprécier. Nous devons apprendre à apprécier les éléments de notre histoire. Kabila, il a été tout ce qu'il a été. Il y a eu sous son régime des tueries des jeunes de notre génération. Rossi avait exactement mon âge. Rossi Kimama. On l'a tué parce que quelqu'un voulait se maintenir au pouvoir. Il y a eu beaucoup d'exactions. De Armand Tungulu. Mais on ne peut pas rejeter cette histoire, c'est notre histoire. Et surtout qu'au bout de cette histoire, il y a le dernier chapitre de Kabila, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. Le dernier chapitre de Kabila, c'est la passation du pouvoir civilisé. Ça n'avait jamais existé dans notre pays. Autant on reprendrait, autant on va dénoncer tous les comportements autoritaires, comment il a vendu des espaces de l'État, comment ils se sont appropriés impunément certaines concessions qui appartenaient à l'État et tout ce qui va avec. Comment ils ont spolié la République, comment ils ont fait des contrats chinois au détriment de la République, comment ils se sont enrichis illicitement. Autant on doit apprécier des éléments importants de cette histoire. Quand on est équilibré, on avance très bien. Sinon, on devient aigri. Quand on est aigri, on ne peut pas avancer. On a la lourdeur. Ça pèse sur la balance. L'histoire du Congo, c'est notre histoire. De Joseph Kabila, de Laurent Désiré Kabila, de Kasavubu, de Lumumba avec ses maladresses et ses bons côtés, parce que Lumumba était en quelque sorte un prophète, parce que nous sommes dans une émission prophétique. Il a eu beaucoup de maladresses, mais ce monsieur avait une longueur d'avance très longue par rapport à ceux de sa génération. Il était humain, il avait beaucoup d'erreurs. Il y a d'autres qui disent, est-ce qu'il aurait fait ce discours? Mais ce discours est qu'un déclic. Il y a d'autres qui disent, voilà, il a eu à faire certaines choses. C'est un humain. Mais ce monsieur avait quelque chose d'assez atypique. Apprenons à apprécier l'histoire à sa juste valeur, et c'est comme ça qu'on se construit en tant que nation. Des fois, je fais des conférences avec des jeunes filles. Je pose la question, quelle est la première femme ministre dans ce pays? Les filles ne connaissent pas Sophie Kanza. Mais nous sommes où? Nous sommes où? Nous apprenons à apprécier à sa juste valeur notre histoire, et on ne peut pas devenir, alimenter son patriotisme si
on ne s'intéresse pas à l'histoire. Merci, Et l'histoire doit être très bien enseignée et codifiée au niveau de l'histoire. Et la responsabilité est au niveau du ministère de l'enseignement, à tous les niveaux, au niveau de la cellule de coordination des changements de mentalité, au niveau du ministère de la Jeunesse et Initiation et la nouvelle société. Si on y met des figurants, ils ne comprendront pas les besoins. Ces personnages sont des personnages clés, y compris les ministères de la Culture et Arts. En France, le ministère de la Culture et Arts, c'est un ministère clé. Ici, ce sont des ministères de 4e rang. Quand on ne veut pas de quelqu'un ou bien on veut juste le satisfaire pour lui donner un portefeuille, on lui donne le ministère de la Culture. Et pourtant, c'est les socles d'une nation, la culture. Merci. Nous allons prendre un élément qui ressort de cette grande activité le 20 mai. C'est une date historique. Le 20 mai a été célébré par le Mobutu. C'était le Impair et tout ça. Le 20 mai, c'était à Chobel, c'était excellent. Où le coach a répondu à l'une de nos questions par rapport à Simon Kimbangu. Et nous allons nous retrouver juste après. Non, mais ici, il y a une dimension très importante dans la démarche culturelle. C'est célébrer le nationalisme et recadrer mettre les choses dans leur place. Parce que généralement, par exemple, on parle de Mandela, c'est le prisonnier le plus célèbre. Mandela fait 27 ans, mais Kimbangu a fait 30 ans. En fait, les jeunes artistes que j'ai eu là, je l'ai trouvé dans une exposition à Boulogne. J'étais frappé par le fait que cette effigie-là, vous pouvez voir ça de part et d'autre. Donc si tu pars de l'autre côté, tu vois Kimbangu. Si tu vas de ce côté, tu vois Kimbangu. C'est fait de pair. Et c'est très artistique. Nous devons célébrer les gens avant d'aller célébrer. De retour sur ce plateau, vraiment, nous sommes d'accord avec ce que l'homme de Dieu a dit. C'est une émission prophétique par rapport à Simon Kimbangu. Il a vraiment martelé sur l'impact et l'importance de l'histoire. Moi, j'ai toujours dit, celui qui n'est pas en contact de son histoire ne pourra pas réagir par rapport à sa destinée. Et alors, c'est une preuve qui nous identifie, nous, Congolais, à pouvoir être conscients de s'approprier de son histoire et à pouvoir réagir en termes de résoudre cette destinée glorieuse que le Seigneur nous a destinée. Alors, nous sommes bénis, vraiment bénis. Nous poursuivons toujours dans cette émission. Quelle est la part spirituelle dans la construction d'une légende? C'est très important parce que construire sa légende, comme je l'ai dit, c'est répondre à un appel. Cet appel n'est pas matériel. On ne peut pas le toucher comme ça. Deux fois, c'est peut-être un rêve. Deux fois, c'est une parole prophétique. Deux fois, c'est une conviction. Donc, une conviction n'est pas objective, n'est pas matérielle. On ne peut pas toucher ça. Donc, tu ne peux pas expliquer ça. Et c'est ça déjà la dimension spirituelle. Croire en quelque chose que vous-même vous avez dans l'imaginaire, que vous-même vous avez dans votre fort subconscient, mais qui n'est pas visible à l'œil nu. Et vous commencez à poursuivre cette chose-là. Vous commencez à vouloir matérialiser cette chose-là. Vous commencez à vous dire que ce que j'ai perçu dans mon mindset, dans mon esprit, je veux lui donner corps. Ça, c'est une démarche spirituelle. Ça, c'est avoir foi en quelque chose. Et donc, on ne construit pas sa légende. En fait, on ne peut pas devenir ballon d'or si on n'a pas aspiré à ça. On y pense. On va à la quête de quelque chose. Et c'est comme ça qu'on double les efforts. C'est comme ça que, comme les autres, Cristiano Ronaldo va se soumettre à une discipline où il va commencer à avoir des appareils pour stabiliser son système musculaire et tout ça. Quelqu'un d'autre, on évoque aujourd'hui celui qui a réussi le prix Marc Vivian Fouet de 2023, notre compatriote Chancel Bemba. Aujourd'hui, c'est devenu un slogan. Boulot, parler, boulot. En fait, c'est une discipline. On ne peut pas aller à la réalisation, à la matérialisation de quelque chose d'immatériel si ça n'a pas une dimension spirituelle. La dimension spirituelle est d'abord dans cette capacité à capter quelque chose qu'on a peut-être soi-même vu, ou qu'on a entendu d'un prophète, ou qu'on a perçu dans un songe, ou qu'on a juste eu la sensibilité. On se dit donc je dois suivre ce chemin. Qu'est-ce qui me disait en me réveillant le matin un jour que je vais par exemple faire showbuzz et remplir la salle? Sur base de quels indicateurs je pouvais me poser? J'ai déjà participé à plusieurs concerts là-bas qui n'ont jamais rempli la salle, des artistes de renom. Mais c'est quoi le risque que tu te réveilles le matin avec une conférence dans un pays où les gens aiment la culture de la médiocrité et ils n'aiment pas l'excellence, et où on se bat encore pour que les gens comprennent les biens fondés, même d'une conférence scientifique, même d'une motivation? Et tu te réveilles le matin, tu dis, bon,
je vais aller faire showbiz. Et showbiz, tu ne viens pas, tu ne l'apprends pas gratuitement. Donc, pour allier ta foi à ce à quoi tu penses, tu poses des actes, comme on dit, la foi sans œuvre, elle est morte. Le premier acte que tu poses, c'est de prendre ton argent. La salle coûte 3 500 $. C'est le risque parce que tu peux payer la salle et tu viens, la salle elle est vide. Et puis après, il y a toute une chaîne de gens qui travaillent derrière toi. Donc tu crois en chacun d'eux. Vous faites les setups de l'événement. Mais en fait, tout est d'abord immatériel. Tout est spirituel. Et tu crois. Et comme je dis, il y a toujours l'événement et l'esprit de l'événement. Et puis, il y a les contextes dans lesquels l'événement s'est passé. Ça, un jour où il y avait de l'insécurité dans la ville, avec notamment de marches, de soubresauts, il y a des gens d'autres communes qui ont été bloqués, qui n'ont pas su venir à l'événement. Mais tu te concentres, tu dis que cet événement doit réussir et doit mobiliser les gens. Ça, c'est la dimension spirituelle. Parce qu'il y aura toujours des éléments qui vont te faire peut-être douter, qui vont te pousser à dire « Aïe, j'ai fait une erreur, j'ai pris un risque qu'il ne fallait pas prendre. » Mais en fait, il faudrait que dans cette guerre, dans la conscience entre le positif et le négatif, que spirituellement tu sois élevé pour dompter cela et croire que c'est faisable. Et après, les gens vont commencer comme maintenant là. J'ai vu des gens qui m'appellent Monsieur Plein, j'ai vu des gens qui m'appellent parce que en fait, c'est après réalisation. Voilà. Et j'imagine qu'il y en avait qui regardaient tout le monde à comment il faut parce que en fait, ce n'est pas une mince affaire. Mais il y a une dimension spirituelle où tu te dis, bon, j'ai capté les ions et les ondes positives. Je me dis, je suis sur la bonne lancée. J'ai bien entendu ce que la voix de ma destinée m'a dit. Et je vais être le pionnier. Et cette salle, désormais, sera démystifiée. Et les gens apprendront qu'avec une simple conférence et une présentation d'un livre, les gens peuvent venir et déborder dans cette salle à un jour où il y a des incertitudes pour sortir de la maison. Ça, c'est des dimensions spirituelles dans la construction de sa légende. Tous les gens, même Lumumba, quand on vous raconte l'histoire de sa mort, il y a des gens qui vous disent que Lumumba, en fait, il s'est rendu parce qu'il semble qu'on a tiré sur lui et que les balles n'entraient pas. C'est comme ça qu'on a recouru à cette histoire des acides et tout. Parce qu'en fait, il y a une dimension où vous pouvez même croire que vous êtes invulnérable. Moi, j'ai toujours cru ça. Et que ceux qui s'adonnent peut-être à venir à tenter. Vous avez déjà vu des gens vous demander, mais comment lui il est parvenu à faire ça? Parce que dans toutes les familles, il y a des sorciers. Mais il y a des gens qui construisent des immeubles, qui deviennent des légendes. Il y a des gens qui parviennent. Toi, tu crois que dans la famille des Chancel Bemba, il n'y a pas de sorciers. Si. Mais il est parvenu à arriver là-bas. Il est Primarque Vivian Fouet. Et pourtant, il ne parle pas un bon français. Même Lingala, Chancel Bemba, il ne parle pas vraiment bien. Il a une difficulté d'expression. Mais il s'exprime avec son pied, avec l'intelligence de mouvement sur terrain. Parce qu'il faut savoir orienter, canaliser son intelligence quand on veut construire sa légende. En quoi tu es fort? Qu'est-ce qui peut constituer l'élément clé de ta légende? Et ça, c'est ce qui est très important. Et on le perçoit spirituellement. On ne sait pas l'expliquer par A plus B. Merci. Wow. Profond. Quand je m'aurais posé une question peut-être la dernière qui ne cadre pas avec, dans ce que nous avons dit. Si aujourd'hui il plaisait au Seigneur et que vous soyez élu chef de l'État du Congo, quel serait votre projet de société? Mais le projet de société, je n'attendrai pas ce jour-là ou bien aujourd'hui. Mais ça fait 20 ans que je me prépare jour après jour à justement, on ne peut pas vivre au hasard. Et ça, je dis à tout le monde, il faut toujours apprendre à se projeter. Il faut toujours apprendre à se projeter. À l'évidence où nous sommes, ici et maintenant, en cet instant ici, il y a plus ou moins 7 ministères que je peux correctement faire. C'est-à-dire, si on me nomme aujourd'hui, je sais exactement ce que je vais commencer à faire. Tout à l'heure, là. Les ministères de Culture et Arts, les ministères de la Communication et Médias, les ministères de la Jeunesse, les ministères de l'Enseignement supérieur et universitaire, les ministères de l'EPST, le ministère de Droits humains. Vous comprenez? Les ministères de comment on appelle ça? Travail et prévoyance sociale. En fait, il y a des ministères qui, en ces moments, il y a de postes en termes de gestion d'entreprise qui, en ces moments, DG des RTNC,
en ces moments précis. C'est-à-dire, si on m'aimait, je sais exactement ce que je veux faire. Et donc, en parlant de la République, il y a deux choses que j'ai fait avant même que je ne devienne président de la République, parce que vous les dites. Donc, ils vont me précéder, qui vont précéder, notamment la construction de l'homme congolais, parce que c'est le plus grand chantier. Et le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, l'avait dit. Donc, ces 4 discours clés. Le premier discours qu'il fait à l'investiture, il parle de ça. À l'échangeur, le discours de lancement de 100 jours, il passe. Le premier discours de l'État de la nation, il le dit, au-delà de tous ces chantiers, de tout ce qu'on peut entrevoir, le chantier des chantiers, c'est l'homme congolais. Les chefs de l'État qui étaient avant Félix, Joseph Kabila, son dernier, parmi les tout derniers discours, il dit, quand on lui pose la question, qu'est-ce que tu regrettes n'avoir pas fait? Il dit, je regrette n'avoir pas changé l'homme congolais. En fait, quelque part, il a dit la vérité. Mais ce que moi je déplore, c'est qu'en fait, on ne peut pas se réveiller les matins et s'attendre aux résultats qu'on n'a pas prévus. Que ça soit en 2006, que ça soit en 2011, dans le projet de société de Joseph Kabila, il n'y avait pas un endroit où il avait prévu de changer l'homme congolais. Et donc, dans l'élaboration de projet, dans le management de projet, tu ne peux pas t'attendre aux résultats que tu n'avais pas prévus au départ. Les résultats sont toujours en termes de réalisation des objectifs de départ. Maintenant, on a l'avantage que le chef d'État actuel, il a dit ça. Mais maintenant, dans la faisabilité, qu'est-ce qui bloque? Il choisit mal les animateurs. Parce que, en fait, aujourd'hui, je le répète, les animateurs clés qui pouvaient aider le chef de l'État à atteindre cet objectif sont il a mis en place la cellule de coordination des changements de mentalité qui est passée à côté de la plaque, qui n'a changé la mentalité d'aucun Congolais. Il y a le ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, qui n'a rien travaillé sur ce volet-là. Que ce soit le ministre qui était avant, que ce soit celui qui est ici. Je les connais tous, ce sont des amis, mais je suis désolé, quand on parle de la République, il ne faut pas y mettre de subjectivité et dire que bon, après, non, c'est très important. C'est des volets sur lesquels ils avaient la possibilité de travailler. Il y a la ministre de Culture et Art. Quel est le programme que l'on a mis en place dans le sens de renforcement de ça? Parce que quand on parle de la ressource humaine, quand on parle de construire l'homme congolais, il s'agit du patriotisme, il s'agit de la culture du Congolais, il s'agit de l'ancrage en termes de l'éthique. Aujourd'hui, on a tout type d'hommes politiques intelligents, mais on a très rarement d'hommes politiques éthiques. Dans ce pays, suivez les discours de 3 ministres à l'époque de Mobutu face à la presse belge. Mais vous allez dire, mais on n'a jamais eu en Afrique des gens pareils. Quelle intelligence, quelle profondeur. Mais qu'est-ce qui a fait que ce pays n'a pas décollé alors qu'on a eu ces gens de personnes? Donc ce ne sont pas des personnes intelligentes qui manquent, mais ces personnes conscientes du sens de l'État. C'est des personnes qui ont le sens de l'éthique. C'est les personnes qui aiment, et nous n'aimons pas suffisamment ce pays. Les gens aiment le coton, les diamants, l'or et tout ce qui va avec, mais les gens n'aiment pas le pays en termes de sa ressource humaine, parce que aimer le pays, c'est commencer par aimer le Congolais. Et quand on aime les Congolais, on ne détourne pas les deniers publics. Quand on aime les Congolais, on ne détruit pas le projet comme Bukangalozo et puis on est à l'aise et on veut devenir encore président de la République. Quand on aime le Congo, on ne peut pas être cité dans des dossiers de détournement des millions et puis accepter d'être nommé ministre. En temps réel, on se dit, j'ai été tellement mal vu. Je ne suis pas digne. Mais en fait, on n'a pas encore atteint cette dimension de la moralité, cette dimension assez élevée du sens de patriotisme, de se dire que ce soit les meilleurs d'entre nous qui partent au devant de la scène. Selon l'esprit de l'agora grecque, la gestion de la res publica revient aux meilleurs d'entre nous, aux plus intelligents d'entre nous, aux plus éthiques d'entre nous. Mais ici, c'est le contraire. C'est les plus idiots d'entre nous qui nous dirigent, c'est les plus voleurs d'entre nous qui nous dirigent, c'est les plus immoraux d'entre nous qui nous dirigent. En fait, c'est l'inversion de valeurs. Et c'est ce qui est très important. Et en tant qu'aspiration de la nation, porteur d'une vision, je crois que le plus grand problème, c'est l'homme congolais. Deux, c'est rendre la fierté à la nation congolaise. Dans quel sens? Dans la dimension, parce que j'ai parlé de l'homme, l'homme, il touche aussi son éducation. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais est toujours celui qui, quand il est ailleurs, il est stigmatisé. Voilà. Il est stigmatisé. Alors, il faut rendre cette fierté aux Congolais et lui apprendre à être compétitif,
à avoir la fierté d'appartenir à sa nation, à ne pas renier sa nation, notamment par l'esprit du travail. Le travail non pas comme corvée, mais comme cette adoration que l'on fait à Dieu, parce que Dieu nous a appelés à transformer. Il ne faut pas qu'on aime la facilité. Le champ, c'est l'eau Kopamba. Et c'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui, au départ, il n'aime pas le chef de l'État. Il le déteste, il déteste même sa tribu. Mais quand on nomme son oncle ministre, il commence. En fait, ça veut dire qu'on n'a pas de valeurs. Il faut avoir des convictions. Si tu n'es pas d'accord avec le chef de l'État, il ne faut pas que quand il nomme ton oncle, directement tu deviens supporter du chef de l'État. Voilà. C'est parce qu'on n'a pas de valeurs. Les valeurs, c'est les convictions, l'idéologie, c'est l'éthique que nous avons sur une base de laquelle on peut construire la nation. Et par rapport à ça, il faudrait qu'on amène une dynamique où on prépare les Congolais. Non pas on prépare l'avenir pour le Congolais, mais on prépare les Congolais pour l'avenir. Et ça, c'est très important. Et c'est comme ça que beaucoup de familles aujourd'hui sont tombées en faillite, parce que les parents ont accumulé de biens et des parcelles pour des enfants, mais des enfants qui n'ont pas préparé eux-mêmes à assumer cela et à les gérer les cas échéants. Et les Congos, c'est aujourd'hui qu'on devait le faire. Ça passe par l'éducation, ça passe par le changement de mentalité, ça passe par la construction, la cristallisation de l'âme patriotique et l'identité congolaise. Et cela est primordial. Et il faut encourager les gens à l'esprit du travail et non pas à la facilité, au champ c'est l'eau Kopamba. Et les gens devraient avoir effectivement cette place pour la nation dans tout ce qu'ils font. Et chaque fois, quand même, quand tu fais ton émission, tu sais que je l'ai fait pour la nation. Quand tu étudies, tu sais que j'étudie pour la nation. Et ça changerait notre façon de voir les choses. Merci, coach. Je suis très ravie. Déjà, vous avez ma voix, hein, parce que c'est ok, avec tout ce que vous avez évoqué là. Commentaires exaltés, no comment. Que Dieu soit loué, nous avons été bénis au travers de cette émission. Un homme de Dieu excellent, un prophète, un Daniel dans le règne des Nabuchodonosor à Babylone, un Joseph parmi les devins, parmi les sorciers, mais qui a pu se distinguer. Alors, nous croyons qu'en ces temps, il y a des jeunes Kandolo qui peut être un Joseph auprès d'un certain chef de l'État Fati et qui peut apporter quelque chose de mieux pour résoudre, pour reconstruire encore cette nation et que nous puissions atteindre la destinée glorieuse à laquelle le Seigneur nous a destinés. Nous sommes bénis et nous avons été conduits sur la réalisation de Gradine Toto et Mère d'Itchengue. Et devant vous, au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala. Alors, abonnez-vous massivement et si vous avez besoin de vous connecter au prophète ou au coach Eugène Kandolo, nos numéros seront affichés au bas de l'écran. Il y aura possibilité de se connecter à lui, de se joindre à lui et bâtir aussi votre propre légende. Alors, nous nous retrouvons très prochainement et nous allons parler comment reconstruire l'âme congolaise. Le Seigneur nous donnera cette opportunité. Merci et merci l'assistance, un homme de Dieu au milieu de nous, Benji, que je ne peux pas oublier. Alors portez-vous bien, nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir.